Quatrième vidéo sur les 7 vidéos consacrées au Big Data et au NoSQL, et cette fois-ci, nous allons voir le paradigme des Wide Column Store. Les Wide Column Store portent également le joli petit nom de Extensible Record Store, qui est un terme moins utilisé. Le plus utilisé, c'est clairement Wide Column Store. Cependant, ces deux termes désignent la même chose. Attention, il ne faut pas confondre ça avec Column Oriented DBMS ou bien base de données orientée colonne ou Column Store. Donc ces termes ici désignent les bases de données orientées colonne. On a vu un exemple avec MariaDB Column Store dans le sous-chapitre, dans le chapitre 6, sous-chapitre dédié au moteur de stockage. Et on avait vu qu'un Column Store, une table n'est pas stockée d'une seule pièce, ce sont les colonnes qui sont stockées indépendamment sur le support de stockage. C'était dédié pour l'OLAP. C'était clairement le secteur d'activité des Column Store. Et on restait dans des bases de données relationnelles. On avait vu également le partitionnement vertical qui était où on découpait la base de données en des tables en fragments, où on mettait les X premières colonnes sur un morceau et les X autres colonnes sur un autre morceau. Au niveau stockage, ça c'était le partitionnement vertical. Et ici nous allons voir donc la troisième découpe en colonnes. Enfin c'est pas une découpe, ici c'est quelque chose qui n'est pas du tout une découpe, c'est complètement différent. Ce sont les Wide Column Store. Disons que c'est la troisième terminologie dans laquelle les colonnes apparaissent, mais c'est le troisième concept totalement différent. Et nous allons voir ce que c'est ici, mais d'abord, le Wide Column Store le plus connu, vous en avez déjà sûrement entendu parler, c'est Cassandra. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le fonctionnement de Cassandra? Nous allons d'abord comparer ça avec des bases de données classiques. Donc quand vous avez une base de données relationnelle classique, prenons l'exemple ici, vous avez une table, et cette table client, c'est une matrice à 2D avec différentes colonnes, et ces colonnes ont un intitulé. Et typiquement, on a, je vais ici la souligner en blanc, on a la clé primaire ici. En Cassandra, si on veut stocker cette table en Cassandra ou en Wide Column Store, l'idée, ça ressemblera à ça en fait. Donc, on n'a pas de colonne UID telle qu'on l'a ici. On a par contre la clé. La clé, on retrouve ça ici. C'est à la fois un intitulé de colonne et une valeur unique. Donc au niveau des enregistrements, les tuples sont isolés dans des structures de données indépendantes. Et pour accéder à ces structures de données, on a la clé qui correspond à la clé primaire dans une table en relationnel. Ensuite, l'autre différence, c'est que chaque colonne, le nom de chaque colonne est stocké dans la structure de données de l'enregistrement. Alors dans l'exemple que vous avez sur les yeux, c'est un peu con parce qu'on va stocker du coup autant de fois le nom de la colonne qu'il y a d'enregistrement dans la table, ce qui fait que ça va occuper plus de place, effectivement, mais ça va permettre plusieurs choses qu'une base de données relationnelle ne permet pas de faire. Donc, autre chose aussi, vous pouvez voir un Wide Column Store comme un Key Value Store, mais en 2D. Donc, dans un Key Value Store, vous avez une clé, une valeur. Dans un Wide Column Store, vous avez la clé numéro 1, qui est ici, voilà. Et une fois qu'on est dans l'enregistrement, vous avez par exemple prénom, ça, c'est la clé numéro 2. Voilà. À la souris, c'est vraiment pas facile. Ça, c'est la clé numéro 2. Clé numéro 1, pour accéder à l'enregistrement, clé numéro 2 pour accéder à la colonne qui nous intéresse. Donc, et alors la valeur, ça ici vous avez du coup la valeur ici. Donc c'est un Key Value Store en 2D, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce que ce système permet de plus? Alors, prenons un exemple où nous devons rajouter une colonne. Dans le cas d'un GBDR, quand on doit rajouter une colonne, par exemple la colonne permis ici, on va devoir réallouer de l'espace pour toutes les lignes de la table. Si toutes les lignes n'ont pas une valeur à stocker pour cette nouvelle colonne, par exemple ici, on occupe de l'espace inutilement. De plus, le fait de rajouter une colonne, ça va prendre du temps. Parce qu'il faut rajouter cette colonne pour tous les enregistrements. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu problématique avec les bases de données relationnelles,
dès qu'on fait du DDL, hein, Data Definition Language, bah, c'est pas l'idéal, quoi. Une base de données relationnelle n'est pas fait pour faire du DDL comme ça tout le temps, de modifier les structures. Donc, ils ont essayé de trouver une autre approche, et les White Column Store, eux, justement, ça permet de faire ça. Donc si vous voulez rajouter la colonne permis à vos enregistrements, ben vous voyez qu'on peut rajouter la colonne, mais que pour les enregistrements qui ont besoin de cette colonne, il n'y a pas de problème. Et comme les enregistrements sont stockés tout seuls dans des structures de données indépendantes les uns des autres, ben ça n'a pas d'impact sur les enregistrements qui n'ont pas de données. Donc un, ça n'occupe pas de place, et deux, ça ne va pas ralentir d'un facteur équivalent au nombre d'enregistrements que vous avez dans votre table, mais plutôt uniquement au nombre d'enregistrements que vous allez devoir modifier. Donc ça, c'est un avantage. Et donc, du coup, vous pouvez modifier, ça implique que vous pouvez du coup modifier dynamiquement le schéma de vos enregistrements, et vous pouvez, dans le cas de Cassandra, mettre jusqu'à 2 milliards de colonnes par enregistrement. Alors les noms de ces colonnes, comme on l'a vu, c'est un key value store en 2D, donc les noms des colonnes sont indexés, mais indépendamment pour chaque enregistrement. Et ça ne se voit pas ici dans mon schéma, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom de colonne partout. Donc ici, je pourrais très bien avoir une nouvelle colonne qui apparaît, et qui s'appelle, je sais pas moi, registre national, voilà, hop, et qui est propre à cet enregistrement-ci. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le même nom de colonne partout. Voilà, l'âge ici pourrait disparaître, le prénom, là je pourrais l'abandonner. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une structure en 2D comme sur une base de données relationnelle. Donc c'est très flexible. Et c'est pour cette raison qu'on a les noms des colonnes qui sont donc stockés dans l'enregistrement. C'est pour offrir cette flexibilité-là. Donc on n'est plus dans une matrice à 2 dimensions. Maintenant, prenons un exemple de BD où il y a plus qu'une table. Donc on va passer sur une BD avec 2 tables. Donc vous avez la base de données relationnelle suivante, dans laquelle on a des blogs. Voilà, il y a l'identifiant du blog et le nom du blog. Et une table dans laquelle on va stocker tous les billets, tous les posts des différents blogs, avec du coup une clé étrangère ici, voilà, ID blog, qui nous dit voilà, ça c'est un post qui vient du blog de Kevin, ici et là. Là, ça vient d'Artist Metal, et ainsi de suite. Alors, dans le cas d'un stockage sur un White Column Store, nous pourrions stocker toutes ces entrées sur une seule et même table. Ça donnerait ceci. Ça donnerait ceci. On verra le résultat au calque suivant. Et pour faire ça, on doit choisir de manière intelligente la clé de partition. Traduction, en fait, l'équivalent de la clé primaire de votre enregistrement sur un White Column Store, et puis les noms des colonnes. Voilà. Alors, pour choisir la clé de partition, donc la clé primaire, typiquement, on pourrait prendre un ID. Maintenant, on peut très bien prendre le nom du blog. Dans notre exemple, on va prendre le nom du blog. On part du principe que les différents blogs ont des noms différents. Alors ça pose pas de souci d'utiliser une chaîne de caractères comme clé primaire, ça va pas vraiment ralentir beaucoup le système, contrairement à une base de données relationnelle, parce qu'ici le mécanisme c'est cette clé va être hachée et il y aura comme résultat du hash un code d'accès direct à l'enregistrement. Donc c'est plutôt efficace. Donc clé de partition, nous allons prendre le nom du blog, partons du principe que ce nom est unique. Ensuite, nous allons choisir la clé de la colonne. Alors pour ça, on a besoin de sous-clés, un petit peu comme un key value store. Comme clustering column, nous allons choisir la date. On va partir du principe que la date, alors ici c'est une date, mais on va imaginer que c'est un date time. Partons du principe que cette ligne est unique pour chaque blob. Donc c'est ce qu'il faut, comme clustering column, il faut une valeur unique pour chaque record. Voilà. Donc unique pour chaque record. Ensuite, idéalement, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ensuite, nous allons choisir data column name, c'est simplement le reste de vos colonnes que vous avez dans votre table ici.
Donc je vous montre un principe de conversion, mais quand vous verrez le résultat, ça va être plus simple. Et ces deux mis ensemble, ça nous donnera le nom de la colonne. Et puis évidemment, il y a les valeurs qui vont intervenir. Donc pour une date, un titre, une valeur. Une date, un texte, une valeur. C'est ça l'idée. Et donc, le clustering column et le data column name nous donnent la colonne composite. Et visuellement, ça va tout de suite être plus clair au calque suivant. Donc voilà, la conversion. On a notre partition key et qui nous donne la clé de notre record. Et nous avons donc pour chaque colonne une date, virgule, un nom de colonne, une date, virgule, un nom de colonne. Et vous avez donc ici, sur ces deux premières colonnes, vous avez le titre et le texte d'un premier poste. Ensuite, vous avez le titre et le texte d'un second poste, et ainsi de suite. De cette façon, on va pouvoir rajouter des postes. Pas à l'infini, parce que, en tout cas dans le cas de l'implémentation de Cassandra, c'était 2 milliards de colonnes, donc on va pouvoir mettre 1 milliard de postes. Donc le petit Kevin, avant qu'il épuise son stock d'1 milliard de postes, je crois que ça devrait aller. Donc il n'y a pas de souci pour ce type d'utilisation. Voilà, et donc on va agrandir uniquement, donc si Kevin commence à nous spammer le blog avec un paquet de posts, mais il va spammer que sa structure de données à lui, et il ne va pas avoir d'incidence sur les autres blogs. C'est ça l'idée. On va rajouter autant de colonnes que nécessaire. Donc c'est un stockage particulier, très différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec de la base de données relationnelle. Alors, aussi en terminologie Cassandra, donc ça c'est typique à Cassandra, je mets un petit point ici, un enregistrement, ça s'appelle un wide row, et donc la structure de données c'est un wide row structure. Cassandra, il vous garantit qu'un wide row sera stocké d'une seule pièce sur un seul nœud. Enfin d'une seule pièce pas forcément, mais sera stocké sur un seul nœud. Donc il n'y aura pas de... Quand vous voulez accéder à toutes les informations du blog de Kevin, vous ne devrez pas faire une jointure de données entre différents nœuds, ça ne sera pas nécessaire. Donc sur un seul serveur, il y aura ces données. Potentiellement dupliquées sur d'autres serveurs, mais elles seront d'un seul bloc. Initialement, ce paradigme de Wide Column Store a été décrit dans un papier de Google, donc c'était le système Bigtable. Et Cassandra est une des premières implémentations. C'est Facebook qui est à l'origine de Cassandra, mais maintenant c'est Apache qui a repris le maintien de ça. Mais c'est Facebook, voilà, que je suis super bien écrit, qui est à l'origine de ce truc. Alors les wide rows, j'en ai parlé au calque précédent, ça c'est fait. Et alors en config par défaut, là vous faites nextx install sur votre cluster de machines, un wide row sera stocké sur 3 nœuds différents. Comme ça, en cas de crash d'un nœud, vous avez encore 2 copies qui existent, ou également pour répartition de charge, ça peut être intéressant d'avoir les données qui sont à plusieurs endroits. Donc c'est comme ça que le système fonctionne. Maintenant, vous pouvez très bien installer Cassandra sur une seule machine, du coup il n'y aura pas de copie, enfin voilà, c'est tunable tout ça. Alors d'un point de vue popularité des Wide Column Store, donc vous voyez clairement Cassandra c'est le plus populaire de tous. C'est le plus connu. Maintenant, ce truc, c'est écrit en Java. C'est un peu étonnant parce que... Enfin, moi, je trouvais ça étonnant dans le sens où le big data, voilà, on veut un maximum de perf, scalabilité, tout ça, et puis on choisit un langage de programmation super lourd avec une JVM. Enfin voilà, pas le truc le plus efficace qui soit. Bon, étonnant, mais bon, c'est comme ça. Petite particularité, ça utilise le file system de l'OS. Alors là, venant du monde des bases données relationnelles, ça paraît pas étonnant, c'est normal, mais si j'ai noté ça, c'est pour comparer au suivant, au deuxième populaire qui est HBase, qui est également écrit en Java, mais lui il utilise l'HDFS, donc c'est le système de fichiers offert par Hadoop. Hadoop, on en reparlera plus tard, il y a un sous-chapitre dédié à ça, dans ce chapitre-ci. Mais sinon, pour faire court, Hadoop, vous avez un cluster de Beacon, vous voulez utiliser ça pour du stockage, vous installez Hadoop, Hadoop il va faire ça, il va répartir les données automatiquement sur les machines, et vous aurez du coup, vous offrirez
un système de fichiers. Vous dites votre application, c'est comme vous aviez un gros disque dur, H2 par exemple, et ça c'est le cluster, et vous y stockez vos données. Et puis Hadoop gère le stockage. Et donc HBase, c'est un système qui va fonctionner en adéquation avec l'HDFS. Et il y a Accumulo, donc la NASA voulait faire du White Column Store, mais il y avait la problématique du Java. Apparemment on est un petit peu raccord, hein, avec la NASA, et donc ils ont recodé les portions les plus sensibles en C++ pour rendre le système plus véloce. Clairement, maintenant ça rend le système plus complexe, ils ont rajouté de la sécurité, etc. Voilà, c'est un système moins user-friendly, à voir si vous êtes dans un White Column Store, ça peut être intéressant. Sinon, dans la liste on voit à nouveau Microsoft Azure Cosmos DB, on en reparlera plus tard. Et sinon, il y a des trucs typiques pour le cloud, donc Cloud Bigtable, Alibaba, Cloud machin. Ceux-là, je les connais pas, j'en parle pas. Et encore un truc typiquement cloud ici. Et là, c'est un truc ultra payant, voilà. Bref. Donc, en open source, les plus connus sont ces trois-là. Maintenant, je vais prendre quand même quelques minutes pour parler un petit peu du White Column Store, un avis un peu plus personnel. Ah oui, j'oubliais. Cassandra et les autres, typiquement avec les White Column Store, les jointures, vous oubliez. Hein. Donc Cassandra est fourni avec un langage CQL, donc c'est vraiment une copie du SQL, avec 2-3 petites différences près, mais quand je vous dis c'est une copie du SQL, ça reprend peut-être 2% du langage SQL. Hein. Typiquement, ben voilà, pas de jointure. L'idée c'est vous accédez à votre wide row, et le but, c'est que vous ayez assez de données dans votre wide row et que vous n'ayez pas besoin de joindre les données avec d'autres wide rows. Sinon, ça devient le carnage, la possibilité d'avoir des join bombs et ainsi de suite. Ce qui est un peu le problème récurrent dans tous les systèmes de base de données qui soient relationnels. Enfin, relationnel, c'est différent, parce que là, les jointures, on les fait, mais idéalement, il faut que votre base de données soit stockable sur un seul serveur. Sinon, dans le cas du big data, dès que vous devez faire des jointures entre différents serveurs, ça devient le bordel. Voilà. Finalement, ça change pas trop par rapport à du relationnel. La différence qu'on a par rapport au relationnel, c'est que dans tous ces paradigmes ici, et donc je fais un peu stop aussi à mi-chemin, mais le moment est assez judicieux, vous verrez après dans le prochain sous-chapitre. Dans les trois paradigmes qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la grosse différence par rapport aux bases relationnelles, c'est l'absence de schéma. Vos records ont une structure indépendante des uns des autres, et c'est cette absence de schéma qui fait que vous écrivez un petit peu ce que vous voulez par record. Contrairement à du relationnel, il faut avoir une structure commune. Et c'est ce qui offre aussi, cette flexibilité offre aussi cette performance additionnelle en écriture, car le fait de faire ce que vous voulez par record, ça n'a d'implication que sur la structure de données de votre record, et donc ça rend les écritures indépendantes les unes des autres, contrairement à du relationnel, où il faut ajouter des mécanismes de verrou, des transactions, etc. Voilà. Et on peut répartir ces records sur différentes bécanes, c'est ça l'idée, vu qu'ils sont indépendants les uns des autres. Mais tous les use cases ne sont pas s'adaptent pas à ce type de structure, même s'il y en a plein qui essaient d'adapter tous les use cases à Cassandra par exemple, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Alors de là, deux choses, tant que je parle des use cases, ça me rappelle un exemple que j'ai vécu en entreprise. J'avais 2 stagiaires dans une boîte, et de grands noms, dont je tairai le nom, et ils travaillaient sur 2 concepts, 2 produits pour des clients. Il y en a un, c'était sur de l'IoT, où il fait de faire des relevés de capteurs pour du smart, je sais plus quoi, smart building. Et dans l'entreprise, ils utilisaient un stockage du relationnel classique. Voilà. Ma foi, c'est ok. Mais ce que je trouvais étonnant, c'est que sur l'autre projet, où c'était quelque chose de très transactionnel, là, ils utilisaient MongoDB. Donc on a vu précédemment dans les documentaires MongoDB, le transactionnel, dès qu'il y a des liens entre les différentes choses, c'est une catastrophe. Et là c'est un concept totalement transactionnel, là c'était du MongoDB. Et pour un truc qui n'est pas du tout transactionnel, dont des relevés de capteurs, là ils utilisaient du relationnel.
Et là, quand vous êtes là, ils vous présentent ça, vos stagiaires chez eux, vous vous dites, et quoi, je fais quoi, je me mets boule sur la table et j'interviens, ou moi je me suis dit tant pis, rien à foutre, et j'ai déballé ce que je pensais, et ils ont, ouais, ouais, ils ont cherché à fuir en disant oui, mais c'est parce qu'il y a des consultants qui ont initié le projet comme ça, alors on a continué, enfin bref. Donc voilà, il y a les effets de mode et il faut des fois un petit peu réfléchir avant de plonger dans la mode. Et les technologies big data que vous avez sous les yeux, c'est bien, mais il faut l'use case approprié. Voilà, donc là, je m'éloigne des Wild Column Store, mais je vais y venir. Pour rebondir sur les White Column Store, moi j'ai un problème avec ce paradigme, j'ai du mal à cerner le use case adapté à ça. J'ai l'impression que le use case des Wild Column Store, c'est je suis en relationnel, c'est trop lent pour les écritures, mais j'ai pas un use case bien défini, je veux faire plein de trucs différents. Donc, Document Store, ça m'enferme dans un paradigme. Key Value Store, ça me paraît un peu trop simple. Donc, je vais faire du White Column Store. C'est ce que je vois comme use case du White Column Store. C'est mon avis perso. Maintenant, souvent, comme use case qui présente pour les White Column Store, c'est les relevés de capteurs. Vous avez un capteur, c'est un enregistreur, ça sera un record. Donc votre nom de capteur, c'est votre clé de record. Et puis chaque timestamp, c'est une colonne. Et vous mettez ensuite la valeur dedans. Sauf qu'il existe des systèmes dédiés à ça, qu'on en reparlera plus tard, c'est les time series. Donc non, c'est pas l'use case. Non, c'est faux. À l'heure actuelle, c'est pas du tout l'use case. Et également, je pense qu'avec du relationnel, utilisé différemment que ce qu'on fait d'habitude, d'ailleurs j'ai un projet de recherche là-dessus, je pense, enfin potentiel, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux que les White Column Store, même au niveau scalabilité. Bon, ça c'est un avis perso. Mais j'ai un peu de mal avec ce paradigme, voilà, je vous donne mon avis. Je ne l'ai pas écrit dans le cours parce que je me trompe peut-être. Mais voilà, c'est un avis perso. On verra. Voilà, ceci clôture le chapitre sur les White Column Store. Et à bientôt pour le prochain sous-chapitre.